Il y a un autre acteur tourangeau très important que nous voulions écouter ce soir. Jérôme Brunet, président... président de l'Accueil des professionnels de l'enfance. Cette résistance, pour nous, professionnels de l'enfance, nous l'avons commencée en 2004 en créant notre association. C'est un projet très généreux que notre gouvernement nous propose, et c'est vrai que de vouloir la liberté et l'égalité pour tous. Du point de vue des adultes, on peut comprendre la souffrance qu'il y a quand on ne peut pas avoir d'enfants, faire grandir des enfants. Cette souffrance, il faut la comprendre. Et nous la comprenons. On peut comprendre qu'il faut faire évoluer les mentalités pour éviter que des personnes souffrent à cause de la discrimination, quelle que soit la raison de cette discrimination. Il est important de redire que ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est pour ce projet de loi. Xavier et Jean-Pierre sont là pour nous le rappeler, ils prendront la parole tout à l'heure. Si ce projet de loi est généreux du point de vue des adultes, c'est une catastrophe du point de vue des enfants. Dire à un enfant qu'il a deux pères ou deux mères, et c'est ce que la loi dira demain et inscrira dans son livret de famille, c'est brouiller délibérément sa généalogie. Et c'est grave. Quand on ne sait plus d'où on vient, on ne sait plus où on va. Comment l'enfant en CE1, et c'est l'instituteur que j'ai été qui parle, en CE1, comment l'enfant va-t-il construire sa généalogie quand la loi dira qu'il a deux papas ou deux mamans? Est-ce qu'il ne pourra pas construire sa biographie, sa généalogie biologique? Il construira une filiation, une généalogie sociale. Et n'en doutons pas, les enseignants ne pourront pas résister à cela et ils feront construire la biologie sociale. Dire à un enfant qu'il a deux pères ou deux mères, c'est nier la richesse de la complémentarité des sexes et priver l'enfant de l'apport d'un homme père et d'une femme mère. Non, le fait de naître fille ou garçon n'est pas un détail, ce n'est pas une anecdote. La progestérone ne produit pas les mêmes effets que l'œstrogène, quoi qu'on en dise. Je ne m'étends pas, puisque tout à l'heure, Vincent Rouillet nous en reparlera. Dire à un enfant qu'il a deux pères ou deux mères, c'est le marginaliser dans un monde dont la culture est depuis des millénaires basée sur la complémentarité des hommes et des femmes. C'est plonger l'enfant dans un monde où les films, les feuilletons, les contes, les romans, l'art, tout dit que nous provenons d'un homme et d'une femme. Non, il ne suffit pas de parler aux enfants pour que tout soit simple pour eux et que tout s'éclaire pour eux. Et les enseignants le savent, s'il suffisait d'expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent, tout le monde aurait Bac plus 7 et il n'y aurait plus aucun problème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Toutes les formes de vie doivent être respectées, tous les choix peuvent être respectés, mais non, 3 fois non, toutes les formes de vie ne sont pas équivalentes du point de vue de l'enfant. On entend dire ici ou là que la famille a évolué, mais ouvrez les yeux, maintenant c'est des familles recomposées, c'est des familles monoparentales, c'est des familles homoparentales. Ouvrez les yeux, c'est ça la réalité. Ben, c'est peut-être le réel, mais c'est pas parce que c'est le réel que toutes ces formes de famille sont équivalentes du point de vue de l'enfant. Nous le disons et c'est important. Ce projet de loi demain, c'est la PMA et c'est la GPA pour tous. Nous le savons et en tant que professionnels de l'enfance, nous voulons alerter sur le fait que priver délibérément un enfant d'un père ou d'une mère, c'est le fragiliser dans sa construction. Là aussi, je ne m'étends pas, je pense que d'autres interviendront sur ce sujet-là. Professionnels de l'enfance, et j'espère qu'il y en a dans la salle, il faut sortir du placard. Il faut faire votre coming out. C'est le moment de parler. C'est pas une fois que vous aurez tous ces problèmes-là dans la classe, dans vos cabinets, qu'il faudra venir se plaindre. C'est maintenant qu'il faut s'exprimer. Nous accompagnons et vous accompagnez les enfants au quotidien et les familles. Et vous le dites, c'est de plus en plus difficile parce que la famille est de plus en plus déstructurée. Nous savons qu'un enfant sans repère
c'est un enfant en galère. Qui le dit? Combien d'enseignants, combien d'instituteurs, combien de psychologues? Je n'accepte pas, nous n'acceptons pas qu'un ministre dise qu'il veut s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités et qu'il mette sur un site internet un livre intitulé « Tomber la culotte » accessible à 12 ans. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter ce qu'a dit Madame Taubira, qu'elle voulait arracher. Patrick Ménard nous l'a dit. Nous n'acceptons pas ce genre de paroles au nom des enfants. Nous ne pouvons pas nous taire devant le constat du brouillage des repères systématiques pour les jeunes, l'invitation à jouir sans entrave et le fait que le suicide soit la première cause de mortalité des adolescents. Quand allons-nous dire qu'il y a une relation de cause à effet? Par notre patience, par notre pédagogie, par la clarté de nos arguments, nous continuerons à expliquer pourquoi ce projet n'est pas au service de l'enfant. Lorsque nous avons été reçus par Erwan Binet, il nous a reçu 1 heure, il nous a écouté avec, je crois, beaucoup d'attention, beaucoup de sincérité, et à la fin il a dit de toute façon ce projet de loi doit passer, puisque c'était dans, vous le savez bien, le programme de François Hollande. J'espère que vous sifflez l'argument. Bien, nous sommes bien d'accord. Et je lui ai dit, j'étais avec Christian Flavini, j'ai dit, mais monsieur Binet, tout ce qu'on vient de vous expliquer sur les enfants. Et il m'a répondu, mais la société s'adaptera. Non, monsieur Binet, les enfants ne sont pas la variable d'ajustement des désirs des adultes. La Convention internationale des droits de l'enfant stipule dans 3 articles, l'article 3.1, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2e article, 7.1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et dès celle-ci, il a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. 3e article, article 21. Les États partis qui admettent ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière. Non, l'intérêt primordial de l'enfant n'est pas pris en compte dans ces projets de loi, nous l'affirmons. Je conclue. Ce qui fait la valeur d'une civilisation, c'est pas sa capacité à s'adapter aux désirs des hommes, c'est sa capacité à prendre en compte le plus petit et le plus faible. Et une loi n'est pas faite pour accompagner les désirs, elle est là pour protéger le plus faible, sinon c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Lorsque j'étais à l'école, je me souviens de la définition de la liberté qui m'a été donnée. Je devais avoir 8 ans, je ne l'ai jamais oublié, vous la connaissez. Ta liberté, mon petit gars, s'arrête là où celle des autres commence. Professionnels de l'enfance, nous le clamons haut et fort, et j'espère qu'on le dira de plus en plus nombreux, la liberté des adultes, leur désir, s'arrête là où commence celle des enfants. Ils n'ont pas de voix au chapitre, ils ne votent pas, ils n'ont pas accès aux médias. Nous, professionnels de l'enfance, c'est notre métier, c'est notre passion, c'est notre devoir de faire entendre leur voix. Je vous remercie.